C'était il y a 30 ans, jour pour jour, le 21 décembre 1991, après des mois de déliquescence, la dissolution officielle de l'URSS à Alma-Ata, c'est au Kazakhstan. De cette décomposition, on a acquis une nouvelle carte de cette région du monde, avec un géant d'à côté, bien sûr, la Russie, et à terme une quinzaine de républiques, parmi lesquelles la Géorgie. On va y revenir. Bonjour Sylvain Rousseau. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Sylvain, vous nous emmenez toute la semaine dans les anciennes républiques soviétiques où vous êtes allé vous promener avec James André et Ashraf Abid. Aujourd'hui en Géorgie, donc on va y revenir. Vous nous emmenez aussi en Ukraine, en Estonie et un peu plus haut là-haut dans la Station spatiale internationale vendredi. Pourquoi est-ce que vous avez voulu faire cette série ? L'objectif, c'était de voir où on en était 30 ans après la dissolution de l'URSS. Comment avaient évolué ces 15 républiques devenues indépendantes. Alors c'est vrai que pour le géant russe, on se pose un peu moins la question parce qu'on suit régulièrement, mais on s'est aussi intéressé à tout ce qui gravite autour, c'est-à-dire aujourd'hui, vous l'avez dit, la Géorgie, où on va pouvoir se rendre compte en Géorgie que la Russie utilise, après avoir utilisé des méthodes militaires en 2008, notamment en Ossétie du Sud, la Russie utilise désormais toute son influence, notamment au travers de l'Église orthodoxe géorgienne, pour tenter de contenir la Géorgie dans sa zone d'influence, pour bloquer, freiner le rapprochement avec les instances occidentales. Ce sont un peu les mêmes mécaniques qui sont à l'œuvre en Ukraine, dans le sujet que vous verrez demain, un reportage de Gulliver Krag, où vous verrez que la Russie utilise tous les moyens de déstabiliser le pays, notamment l'Est du pays, on en parle régulièrement, pour encore une fois tenter de conserver l'Ukraine dans son giron. Et puis il y a les États baltes qui sont intéressants parce qu'ils se sont rapprochés tout de suite grâce à un libéralisme décomplexé des instances occidentales, donc l'Union européenne et l'OTAN. Ils ont profité en fait du marasme des années Boris Yeltsin et du début du mandat de Vladimir Poutine pour pouvoir échapper à la pression de l'ours russe et ainsi intégrer les instances internationales. Et enfin, dans l'espace, vous verrez qu'il n'y aurait pas eu de station spatiale internationale sans la chute du bloc soviétique. Voilà, ça ce sera vendredi. On va voir tout de suite un extrait du grand format d'aujourd'hui que vous avez signé et qui est diffusé aujourd'hui sur France 24 et qui est donc consacré à la Géorgie. On se retrouve juste après. Après l'indépendance, l'Église orthodoxe devient toute puissante en Géorgie et cimente l'union nationale autour de ses valeurs ancestrales. 30 ans plus tard, l'institution est protégée par la Constitution, ne paye pas d'impôts et contribue au programme scolaire. La religion occupe une place essentielle dans ma vie. Cette église en particulier est très importante pour moi. Je viens ici depuis que j'ai 4 ans. Ce pays devrait être libre, libre des influences néfastes et des restrictions, et surtout libre de l'influence étrangère. Ici, près de 84% de la population se définit comme orthodoxe. Mais alors que la Géorgie espère candidater à l'intégration européenne en 2024, nombre d'entre eux estiment leur tradition menacée par les valeurs libérales occidentales. Voilà, extrait du Focus que vous avez signé avec James André et Ashraf Abid. Sylvain, en quoi le cas de la Géorgie et plus particulièrement du poids de l'Église en Géorgie est intéressant 30 ans après la chute de l'URSS ? La Géorgie est intéressante parce que c'est un parfait résumé de ce qui s'est passé pendant 30 ans. C'est-à-dire quand la Géorgie quitte l'Union soviétique, il se retrouve avec un gouvernement pro-russe. Ensuite, il y a l'arrivée au pouvoir de Mikhail Saakashvili, une arrivée au pouvoir pacifique, mais on se retrouve avec quelqu'un de jeune, dynamique et surtout pro-occidental. La Géorgie se rapproche des instances et c'est à ce moment-là, en 2008, pour empêcher ça que la politique étrangère vis-à-vis des anciennes républiques russes bascule. Puisqu'en 2008, alors on est au tout début du mandat de Dimitri Medvedev, c'est plus la Russie de Poutine et pas encore la Russie de Poutine. Et à ce moment-là, c'est en alimentant, en finançant et en armant des séparatistes dans le nord du pays, en Ossétie, la Russie déclenche une invasion militaire de la région qu'elle occupe encore aujourd'hui. Et ça a freiné ce rapprochement. Et aujourd'hui, alors que la Géorgie envisage de candidater en 2024 à l'intégration à l'Union européenne, la Russie n'utilise plus de méthode militaire, en tout cas en Géorgie, pas pour l'instant, mais même si elle continue d'occuper l'Ossétie et l'Abkhazie, une région à l'ouest du pays, mais la Russie utilise de toute son influence, notamment elle est suspectée, soupçonnée de financer l'Église orthodoxe géorgienne, et l'Église orthodoxe géorgienne a
du mal avec l'intégration européenne, pas avec la partie business, ouverture de frontières, ça c'est pas le rôle de l'Église, mais en revanche sur les valeurs libérales, les valeurs notamment dans la société, les valeurs d'intégration des minorités, qu'elles soient sexuelles ou religieuses, et bien ça, pour l'Église orthodoxe, c'est une remise en cause des valeurs ancestrales du pays, et la Russie utilise tous ces leviers d'influence pour tenter de freiner le rapprochement de la Géorgie. Et à l'image de la Géorgie, ce que vous retenez, Sylvain, de cette série, est-ce que c'est un passé, dans cette région du monde, un passé qui ne passe pas vraiment ? Alors ça dépend des endroits. On se rend compte que la situation a énormément évolué. On le disait avec les États baltes, ils ont profité vraiment de la politique presque pro-occidentale, du rapprochement entre Russes et Occident à l'époque de Boris Yeltsin et même au début du mandat de Vladimir Poutine. Il faut rappeler qu'au début des années 2000, Vladimir Poutine sondait aussi bien les États-Unis que l'OTAN pour tenter d'y faire adhérer la Russie, mais en profitant justement de cette absence de politique vis-à-vis des anciennes républiques soviétiques, eh bien ces pays-là ont pu s'intégrer. Et ensuite, il y a donc une bascule qui se fait en Géorgie en 2008, qui est aussi à l'œuvre en Ukraine, je vous le disais au début, où là, l'armée russe est présente dans l'est du pays, pour justement tenter de préserver cette zone d'influence. Et puis en Asie centrale, eh bien, ce sont d'autres mécaniques qui sont à l'œuvre, puisque là, c'est plutôt les capitaux chinois qui viennent investir cette région extrêmement stratégique. Mais la Russie a su, dans cette région, maintenir sa zone d'influence. Elle est beaucoup plus loin des puissances occidentales, et les investissements chinois ne sont pas forcément vus d'un mauvais œil par Moscou. Merci beaucoup, Sylvain. Donc, suite de cette série consacrée aux 30 ans de la chute de l'URSS demain en Ukraine. À très bientôt sur ce plateau. Tout autre chose.